Quand vous triez vos photos après une sortie sur le terrain, vous allez être confronté à trois types d'images différentes. Et le premier type d'image, il a quasiment aucun intérêt et il va mieux falloir éviter de perdre du temps à vous en préoccuper. Par contre, les deux autres types d'images sont bien plus intéressants et importants parce que les photos qui en font partie, elles ont beaucoup à vous apprendre, aussi bien sur votre travail que sur vous-même et sur ce qui va vous rester à apprendre pour progresser. En analysant correctement les deux types d'images importantes, vous allez progresser donc beaucoup plus vite, vous aurez beaucoup moins de problèmes d'inspiration et de motivation, et votre pratique va évoluer dans le bon sens. Vos images elles vont devenir plus authentiques, plus personnelles, et votre démarche elle va avoir davantage de sens, si vous voulez. Et c'est donc super important de connaître et reconnaître ces trois types d'images, et avec chacun savoir quoi faire. D'accord? Et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui dans cette vidéo. Tout ce qui se passe avec vos photos quand vous revenez d'une sortie sur le terrain, par exemple, ou d'une journée où vous avez pris des photos, c'est ce qu'on appelle l'editing. D'accord? Donc, l'editing, c'est vous arrivez à la maison avec des photos et vous allez les trier, les organiser, sélectionner des photos, écarter les mauvaises, etc. La première étape de cet editing, elle consiste bien sûr à transférer vos images sur votre ordinateur et ensuite à effectuer un premier tri rapide. D'accord? Et le rapide est important. Quand vous revenez d'une sortie, vous avez beaucoup de photos. Le but, c'est pas de passer des heures à ce moment-là sur votre tri, mais vraiment, c'est une première étape. Donc, on va vraiment passer rapidement sur vos photos. Ce tri, il faut le faire régulièrement. Idéalement, chaque soir ou à chaque retour de vos sorties photos. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas régulièrement, vous allez avoir des dizaines, voire des centaines ou des milliers de photos qui vont s'entasser, qui n'ont pas encore été triées, et ça va rendre la tâche beaucoup plus longue, difficile, et vous n'aurez pas envie de vous y mettre. Si vous savez que vous avez 15 000 images à trier, vous n'allez jamais vous y mettre. Alors que si vous le faites chaque soir, vous avez 10, 50, 100 images à traiter, les photos que vous avez prises dans la journée, ça va relativement vite, et vous vous y mettrez beaucoup plus facilement. D'accord? Donc, essayez de faire ce premier tri aussi souvent que possible pour éviter que les photos s'entassent trop. Donc, votre objectif lors de ce premier tri, c'est simplement d'écarter les photos qui sont ratées et de garder seulement celles qui vous plaisent ou qui vous semblent intéressantes. D'accord? Alors, une précision importante, j'ai dit écarter les photos. À ce stade, et même d'ailleurs après, vous ne devriez pas supprimer vos photos. Vous devez simplement les écarter. D'accord? Dans mon livre, L'art de l'editing, c'est un livre qui est dédié justement à cet editing, comment on trie ses photos, comment on travaille sur des projets. J'explique en détail la façon dont je fonctionne pour ça, mais pour vous expliquer rapidement, le principe, c'est de créer en fait une série de dossiers. Ou si vous travaillez sur Lightroom, on appelle ça des collections, hein, et c'est le même principe, un endroit qui vous permet de stocker des photos tout simplement. Et ensuite, vous allez faire glisser vos photos de dossier en dossier au fur et à mesure qu'elles avancent dans votre editing. D'accord? Donc en gros, toutes les photos que je prends, le soir je rentre à la maison, je mets ma carte mémoire dans mon ordinateur, toutes ces photos, elles atterrissent dans un dossier, une sorte de boîte de réception. D'accord? C'est mon dossier où toutes les nouvelles photos arrivent. Toutes les photos qui sont importées, elles vont dans ce même dossier. Et c'est à cet endroit-là que je fais mon premier tri. Ok? Les photos que je trouve ratées, inintéressantes, qui n'ont vraiment rien du tout, pendant ce premier tri, elles sortent de mon editing, c'est-à-dire que je les place dans un autre dossier, qui va s'appeler par exemple archives. D'accord? Par contre, celles qui me semblent intéressantes, elles sont déplacées dans un deuxième dossier, la deuxième étape de mon flux de travail en fait. Et ce dossier, je l'appelle incubation. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où je vais
laisser reposer mes images quelques temps, avant d'y revenir un peu plus tard. Pourquoi les laisser reposer? Tout simplement parce que quand vous regardez une photo juste après l'avoir prise le soir et que vous essayez de vous faire une opinion à son sujet, c'est très difficile de savoir si ce qui vous plaît c'est vraiment la photo ou le souvenir, les émotions, le souvenir émotionnel que vous avez en repensant à ce moment. Imaginez, vous prenez une photo alors que vous passez un super moment avec des amis sur le terrain. Le soir, quand vous regardez cette photo, automatiquement elle vous plaît parce que vous êtes attaché à ce moment-là et vous remémorez en fait ce bon moment en regardant la photo. Et c'est plus difficile de faire un bon jugement le soir même. Si vous laissez cette photo reposer pendant un mois par exemple et que vous y revenez, le souvenir du moment sera moins frais dans votre esprit. Et si la photo continue à vous plaire après un mois, c'est probablement parce que c'est la photo elle-même qui est quand même bonne et un peu moins, vous êtes un peu moins influencé par le souvenir de ce moment-là. Donc voilà, c'est mon dossier d'incubation. Toutes les photos qui passent le premier tri, qui me semblent intéressantes, arrivent dans ce deuxième dossier. Et là, il y reste un petit peu de temps avant que j'y revienne dessus. D'accord? L'avantage de ne pas supprimer vos photos, même celles que vous écartez, vous les laissez à un endroit où vous pouvez toujours les retrouver, c'est que vous aurez moins de pression à écarter des photos qui sont moyennes. D'accord? Si vous savez qu'en cas de besoin, vous pouvez toujours les retrouver, votre premier tri sera beaucoup plus facile. Vous allez moins hésiter à écarter une photo que vous trouvez un petit peu moyenne. Si par contre, vous savez que votre choix est définitif, que si vous écartez une photo, vous la supprimez, vous allez vous poser 36 questions, passer beaucoup plus de temps à analyser vos photos et c'est pas ce qu'on veut pendant le premier tri. Nous, ce qu'on veut, c'est être rapide. Donc, en sachant que vous pouvez toujours retrouver les photos que vous écartez, vous allez trier beaucoup plus rapidement, vous allez gagner du temps et c'est ce qu'on veut, passer le moins de temps possible sur cette première étape. Parce que si elle est longue et compliquée, vous allez rechigner à vous y mettre et vous allez avoir vos photos qui vont s'accumuler et c'est pas à ce moment-là, c'est pas le tri le plus important. Là, je le répète, hein, mais c'est idéalement chaque soir ou à chaque retour de sortie photo et on va vite, on regarde une photo et on se pose quelques questions. Est-ce que je garde? Est-ce que je garde pas? Si je garde, elle passe au deuxième stade de mon editing. Si je garde pas, elle est écartée de ce flux d'editing, mais elle reste quelque part sur mon ordinateur. D'accord? Il faut que ce soit rapide, quelques secondes par photo. Inutile de perdre du temps avec les photos ratées ou qui ne vous plaisent pas. Celles-là, on les écarte et on les oublie. Et ça, c'est le premier type de photo. C'est toutes ces photos qui sont sans intérêt, complètement ratées. Il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps dessus. Hein. On les regarde, elles sont ratées, on les écarte et on passe à la suivante pendant le premier tri. Après les photos ratées, il y a le second type de photo qui est beaucoup plus intéressant. C'est celles qui avaient un certain potentiel, mais que vous n'avez pas réussi à exprimer. D'accord? Donc c'est sûrement aussi des photos qui sont ratées, mais il y avait quelque chose dans cette photo. Et vous le voyez à l'écran, vous regrettez presque de ne pas l'avoir réussi parce que vraiment il y avait quelque chose. Autant il y a des photos qui sont ratées, et bon, vous avez tenté un truc, c'est raté, il n'y avait rien de fantastique. Ça c'est des photos ratées, on ne perd pas de temps avec. Par contre, celles avec du potentiel, il faut s'y intéresser. Alors parfois le potentiel il est sur le terrain, il était plutôt sur le terrain, puisque là vous n'y êtes plus. Vous avez une scène ou un sujet qui était vraiment intéressant, et la photo que vous obtenez, quand vous la regardez sur l'ordinateur, finalement, elle n'a aucun intérêt. Vous n'avez pas réussi à saisir le potentiel qu'il y avait sur le terrain et à le transformer en une photo intéressante. Parfois aussi, c'est la photo elle-même qui a du potentiel, que vous le découvrez en regardant la photo, en fait. Vous avez pris quelque chose en photo, sans vraiment vous dire ça va être une photo géniale, mais vous l'avez pris en photo, et en découvrant la photo, vous vous dites, en fait, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose d'intéressant. Mais vous n'aviez pas conscience au moment de déclencher qu'il y avait ce quelque chose, peut-être. Et votre photo, elle est bien, mais il manque un petit quelque chose pour être vraiment une bonne photo. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'appelle les images à potentiel inexprimé, on va dire. D'accord? Et ces photos-là, elles sont importantes parce qu'elles ont beaucoup à vous apprendre. Donc autant les photos vraiment ratées, sans intérêt aucun, vous les écartez rapidement. Autant quand vous vous dites, là quand même il y avait quelque chose, on n'était pas loin d'avoir quelque chose de bon, ces photos-là il faut y passer un petit peu plus de temps. Et avant de les écarter, vous devez
prendre le temps de les analyser. Le but, c'est de comprendre ce que vous auriez dû faire différemment pour, entre guillemets, révéler ce potentiel dans votre image. D'accord? Et ça va vous permettre de progresser et ça va vous éviter de faire surtout indéfiniment les mêmes erreurs. Vous passez à côté d'un portrait, je vais vous prendre un exemple là dans un instant, mais vous passez à côté d'un portrait parce que votre photo est floue, par exemple. Qu'est-ce que vous avez fait? D'accord? Quelle est votre erreur? Et comment on va pouvoir ne pas la reproduire indéfiniment et faire toujours les mêmes erreurs? Ça, c'est super important pour progresser. Donc, on va prendre un exemple. Là. La photo que je vous montre maintenant, elle a été prise pendant un workshop que j'organisais à Bruxelles. Et en la découvrant sur mon ordinateur, je me suis aperçu qu'elle n'était pas aussi bonne que ce que je pensais. Parce que elle est floue. Plutôt que de l'écarter immédiatement, comme je me souvenais de ce moment et je sais qu'il y avait du potentiel, mais je suis déçu par la photo, je prends le temps de la réfléchir et réfléchir à ce que j'aurais pu faire pour l'améliorer. Et si on la regarde, on voit que sur la photo, tout est légèrement flou. Et si je me remémore la scène, je me souviens que je suis dans la rue, je suis en train de marcher et je vois en fait deux jeunes filles qui sont assez loin dans la rue. Elles se font un signe de la main et elles sourient, elles sont heureuses et elles commencent à courir l'une vers l'autre. D'accord? Et en voyant ça, je me suis dit, il va se passer quelque chose obligatoirement au moment où elles vont se rencontrer. Et je me suis mis en fait à suivre le mouvement. J'ai couru derrière la jeune fille qui était devant moi en fait et qui s'approchait de l'autre. D'accord? Et au moment où elles se sont jetées dans les bras, et c'est ce qu'on voit sur la photo, du coup, en les ayant suivies et en ayant anticipé le truc et en ayant couru derrière, j'étais à la bonne distance et j'ai pu déclencher. D'accord? Mais qu'est-ce qui fait que ma photo est floue? Ben, si tout est flou, c'est qu'il s'agit d'un flou de bouger. D'accord? C'est-à-dire que mon appareil, quand j'ai déclenché, il a bougé. Et ce mouvement de mon appareil qui fait que l'intégralité de la photo est floue. Donc c'est important de se rendre compte de ces erreurs, mais ce qu'il y a aussi d'important, c'est de leur trouver une solution, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Et dans ce cas, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter le flou de bouger? J'avais deux solutions. Soit augmenter ma vitesse d'obturation, d'accord, pour figer le mouvement de mon appareil, soit stabiliser davantage en fait mon appareil, éviter qu'il bouge, tout simplement, au moment où j'ai déclenché. Alors, la première solution d'augmenter ma vitesse d'obturation, elle ne me convient pas. Pourquoi? Parce que j'utilise toujours le même réglage quand je suis dans la rue. C'est mon réglage de base. Et j'en parle dans mon livre Libérez votre regard, hein, le système que j'utilise à partir de 3 réglages, le système 3R pour système 3 réglages. J'ai simplement 3 réglages et ça me permet de gérer à peu près toutes les situations auxquelles je suis confronté quand je suis dans la rue ou en voyage. Et donc l'un de mes réglages, mon réglage de base que j'utilise le plus souvent, il a une ouverture et une vitesse d'obturation donnée et je n'y touche jamais, je l'utilise toujours le même. D'accord? Donc, je ne veux pas sortir de ce réglage-là et la solution à cette photo-là ne pouvait pas être de dire je vais changer ma vitesse d'obturation parce qu'à partir du moment où je modifie ma vitesse d'obturation à chaque photo, je suis toujours en train de penser à mes réglages et ça, je ne veux pas. Je veux pouvoir me concentrer sur ce qu'il y a devant moi, autour de moi, sans jamais penser à mes réglages, sans jamais penser à mon appareil. Donc, cette option-là n'est pas possible. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste seulement la deuxième option, la deuxième solution, c'est-à-dire stabiliser mon appareil au moment de déclencher. Et si je rejoue un petit peu dans ma tête la scène, au moment où je prends la photo, je pense que je devais encore courir ou au moins être en mouvement au moment où j'ai déclenché. Et ce que j'aurais dû faire, en fait, j'étais un petit peu trop dans la précipitation, trop fixé sur ce que je voyais et sur mon sujet. Et au moment, juste avant de déclencher, en fait, j'aurais dû marquer une pause avant de déclencher. Juste, ça me prend moins d'une seconde. C'est juste, on se pose sur les deux pieds, plutôt que de continuer à avancer et de déclencher, c'est un quart de seconde où on se pose les pieds à plat, on bloque son appareil, et là, on déclenche. Je pense que j'aurais quand même pu réussir ma photo, parce que l'interaction a duré plus d'une seconde, j'imagine,
Donc si ça m'avait fait perdre une seconde ou une demi-seconde de m'arrêter et de bloquer mon appareil avant de déclencher, j'aurais quand même eu la photo. Par contre, j'aurais évité ce flou de bouche. D'accord? Donc voilà, je vois ma photo qui a du potentiel, j'essaye de comprendre quel était le problème, j'émets des hypothèses pour me dire comment j'aurais pu éviter ça, et de ces hypothèses, je choisis la solution qui me semble la meilleure. Et donc là, pour moi, c'était juste, j'aurais dû avoir le discernement, la présence d'esprit de me dire attention, tu cours, arrête-toi, stabilise ton appareil avant de déclencher. Ça prenait un quart de seconde et la photo était réussie quand même. D'accord? Et la dernière étape, une fois que vous avez cette solution, c'est d'aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire de rejouer la scène dans votre tête. Comme si vous étiez de nouveau dans la même situation, mais que cette fois-ci, vous faites tout comme il faut. D'accord? Donc là, dans mon cas, j'aperçois ces deux jeunes filles, je fais la même chose que ce que j'ai fait, je cours pour rester à une distance raisonnable de celle qui est devant moi, pour être à la bonne distance au moment où il y a le contact, les deux jeunes filles se prennent dans les bras, d'accord? Il ne faut pas que je sois à 10 mètres, si je reste là où je suis, ou que je vais trop doucement, je n'aurai pas le bon cadrage au moment où ça se passe. Donc ça, il était bon, mon cadrage, il me plaît, donc je garde cette même vitesse, je cours derrière, je la suis, sauf qu'au moment où le contact est établi et que j'ai mon appareil au niveau de l'œil pour déclencher, là, je marque une petite pause. Je stabilise mon appareil, je mets mes deux pieds au sol, je bloque, je déclenche. D'accord? Et là, j'obtiens une image qui sera parfaitement nette. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre cerveau est assez mauvais pour distinguer en fait la réalité de ce qu'il imagine. Et en rejouant la scène parfaite, comme vous auriez dû la faire pour avoir une bonne photo, quelque part vous programmez votre cerveau à le faire inconsciemment sur le terrain. Et c'est un simple exercice de visualisation qui va vous permettre de progresser bien plus rapidement que si vous faisiez que remarquer vos erreurs, ou pire, juste écarter toutes les photos sans même les regarder. D'accord? Alors bien entendu, ça prend du temps, hein, vous voyez, il m'a fallu 2-3 minutes pour faire tout ça sur une photo. Vous ne pouvez pas le faire sur toutes vos images, toutes les images ratées. Si vous passez votre temps à faire ça, c'est pas possible. Ça vous prendrait trop de temps. C'est pour ça que je vous conseille de le faire sur les photos qui ont du potentiel. Celles qui sont vraiment loupées, on n'y passe pas 3 heures. Hop, elle était loupée, j'ai essayé un truc ou je sais pas quoi, je me suis planté, c'est pas grave. Allez hop, elle s'écarte. Par contre, celle où vous dites là il y avait quelque chose et vraiment c'est dommage que j'ai pas réussi à l'avoir, celle que vous regrettez un peu de pas avoir réussi, ces photos-là, passez un instant à comprendre le problème, émettre des hypothèses, trouver la solution, l'hypothèse qui vous paraît la plus réaliste et la plus efficace et la plus adaptée à votre problème. Et une fois que vous avez ce problème et cette solution, imaginez dans la tête rejouer la scène comme si ça se passait parfaitement. D'accord? Et si le problème venait d'un problème technique, plutôt que de rejouer dans votre tête, peut-être que ce qu'il faut que vous fassiez, c'est faire les réglages que vous auriez dû faire et essayer de vous retrouver dans une situation un petit peu similaire. Le lendemain, par exemple, quand vous retournez sur le terrain, reproduire la même chose et voir si votre solution technique, l'hypothèse que vous avez émise et qui vous semble la plus efficace, marche réellement sur le terrain. D'accord? Vous faites ça, vous n'avez pas votre photo, vous changez la vitesse d'obturation par exemple, parce que peut-être que ça sera votre hypothèse la plus efficace pour vous, celle qui vous plaît le plus, vous changez votre vitesse d'obturation, le lendemain vous repartez sur le terrain, vous faites les mêmes photos et vous voyez est-ce que ça fige réellement le mouvement ou est-ce qu'il faut que je sois encore plus rapide que ça. D'accord? Donc voilà, ça c'est les photos qui ont du potentiel. Elles, on y passe un peu plus de temps. Et le dernier type de photos, donc on a les photos ratées qu'on écarte, les photos à potentiel, on passe un peu de temps à les analyser, à comprendre ce qui se passe et comment résoudre le problème. Le troisième type de photos qui est important lors de votre premier tri, c'est les photos que vous avez réussies. D'accord? Celles qui vous plaisent. Quand vous êtes lors de votre premier tri, de votre editing, la première étape de votre editing, ces photos-là, elles doivent être mises dans un dossier d'incubation où elles vont rester pendant quelques temps. Et si au bout de quelques semaines, voire quelques mois, une photo continue à vous plaire, à ce moment-là, vous allez l'imprimer. Pourquoi? Alors l'imprimer, vous n'avez pas besoin de l'imprimer en énorme. Moi,
je les imprime en général, vous voyez, j'en ai tout le temps à côté de moi, des photos que j'ai imprimées. J'ai toujours un tas qui est pas loin de moi. Ces photos-là, moi je les imprime au format A5, mais vous pouvez très bien les imprimer en format plus petit. C'est à vous de choisir. Pourquoi c'est important d'imprimer? Déjà parce que ça a un certain coût, l'impression, donc ça va vous obliger là par contre à être plus sélectif et qualitatif sur votre editing. Autant le premier tri, on veut que ce soit rapide, écarter les photos et pas y passer 2 heures. Autant un petit peu plus loin dans notre editing, on veut au contraire faire un choix beaucoup plus réfléchi, drastique. Et le fait qu'une photo imprimée ait un coût, ça va vous obliger à réfléchir davantage. Est-ce que je l'imprime ou pas? Est-ce que vraiment cette photo vaut le coup ou pas? D'accord? Et ces photos imprimées, c'est pour ça que je les ai toujours, vous voyez, je n'ai même pas à bouger, je peux les attraper à côté de moi. Vous les posez à un endroit où vous les regardez régulièrement. Alors ça peut être posé sur une table à côté de vous, posé sur votre bureau. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous pouvez les poser sur, les afficher pardon, au mur par exemple, les épingler sur un tableau, n'importe quoi. Il y a des photographes, je crois que c'est Joël Meyerowitz qui expliquait ça, qui lui il imprimait carrément sur des images des fois qui font 3 cm par 3 cm, un peu le format diapo, et il a un petit tas comme ça de photos quand il travaille sur un projet qu'il garde dans la poche et qui va pouvoir ressortir. Il est dans une file d'attente, il attend chez le médecin avant son rendez-vous, il sort ses photos et ça lui permet de les revoir et de repenser à son travail. Et tout ce temps que vous passez avec vos photos réussies, il faut que vous voyez ça un peu comme une méditation sur votre propre travail. Et ça, c'est important. Il faut que vous passiez du temps avec vos photos. Et toujours dans mon livre, L'art de l'editing, donc ça, j'explique que ça vous est sûrement déjà arrivé de lire plusieurs fois un bon livre. Et à chaque relecture, vous allez découvrir de nouvelles choses. Un peu comme si vous aviez sauté des passages la fois précédente. En réalité, bien que ce livre vous paraisse différent en chaque lecture, c'est pas lui qui a changé, mais c'est vous qui avez changé. Parce qu'entre chaque relecture, votre interprétation du livre va changer. Votre expérience a changé parce que vous avez eu des nouvelles expériences, donc vous comprenez peut-être des nouvelles choses. Votre vision du monde aussi peut-être a changé. Et votre compréhension du sujet ou même du médium, c'est-à-dire du livre en lui-même, change également. D'accord ? Et bien souvent, c'est la lecture du livre elle-même qui va vous faire évoluer et va vous permettre d'en faire une seconde lecture avec une autre vision. Et c'est une sorte de boucle où chaque lecture va vous permettre d'évoluer, puis de relire le livre pour y trouver de nouvelles informations qui vous permettront d'évoluer davantage. D'accord ? Et si un livre est vraiment bon, il va vous falloir du temps pour l'apprécier à sa juste valeur, en quelque sorte. D'accord ? Pour comprendre, pour en tirer tous les bénéfices, il va falloir le relire plusieurs fois. Bien entendu, vous n'allez pas le faire avec tous les livres, mais les bons livres, c'est ce que je vous conseille de le relire plusieurs fois. Et c'est pareil avec les photos que vous prenez. Vous n'allez pas le faire avec toutes vos photos, mais les bonnes photos, elles sont importantes et vous devez passer du temps avec elles. Vos propres bonnes photos. D'accord ? Une bonne photo, elle contient beaucoup plus d'informations que ce qui est immédiatement visible et il va vous falloir du temps pour la comprendre. Donc, sur le terrain, c'est un peu comme une révélation d'un seul coup, tac, sans trop pouvoir décrire une sensation, il y a quelque chose qui vous dit, là, il y a quelque chose à photographier. Vous capturez l'image, vous le déclenchez, mais vous n'avez pas le temps de l'analyser. Et en la regardant pour la première fois sur l'écran de votre ordinateur, vous allez découvrir des éléments, peut-être que vous n'aviez pas remarqué lors de la prise de vue. Peut-être qu'il y a un geste, peut-être qu'il y a une certaine lumière, une couleur, un objet à l'arrière-plan, un détail, quelque chose où vous vous dites « Ah tiens, la photo je l'aime bien, mais en plus il y a ça ». Et c'est d'ailleurs sur le terrain probablement à cause de l'un de ces éléments que vous avez pris votre photo. Même si vous, sur le terrain, vous n'en aviez pas conscience. En fait, votre œil, il perçoit beaucoup plus d'informations que ce que votre cerveau est capable d'analyser consciemment. D'accord ? Donc peut-être que votre inconscient avait vu quelque chose, que vous le découvrez en regardant votre photo après coup, mais que sur le terrain, vous n'en aviez pas conscience. Donc c'est pour ça que c'est important de passer du temps avec vos photos. Et votre photo, si c'est une bonne photo, il risque d'y avoir d'autres, entre guillemets, secrets cachés. Des informations moins évidentes peut-être. Peut-être un message aussi caché ou suggéré. Vous prenez une photo et puis vous allez vous apercevoir
après quelques temps, elle vous plaît, et puis à un moment, vous allez vous apercevoir qu'il y a en fait une émotion qui se dégage de cette photo dont vous n'aviez pas conscience, ou une expression d'un visage qui vous fait penser à quelque chose, et c'est ça qui vous plaît. Et c'est une sorte de révélation à ce moment-là à propos de cette photo, et souvent aussi à propos de vous. D'accord? Et pour tout ça, vous avez besoin de temps pour le découvrir. Et c'est pour ça que l'editing, il est important pour la réussite de vos projets, mais aussi pour votre évolution en tant qu'artiste. Donc, après avoir sélectionné et imprimé vos images, les meilleures, accrochez-les à un endroit où vous pouvez régulièrement les observer. Étudiez-les avec attention. De temps en temps, vous les prenez ou vous les regardez et sans rien faire d'autre, juste passer du temps avec elles. Et particulièrement les images que vous ne comprenez pas. C'est des photos qui vous plaisent, mais vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi elles vous plaisent. Ces images, elles sont super importantes. Elles n'ont pas été créées par hasard et elles sont sûrement là pour vous montrer le chemin. C'est des images qui vont vous permettre de trouver de nouvelles voies à explorer en général. Elles vont vous permettre d'évoluer dans votre pratique artistique. Et exactement comme un bon livre, le jour où vous allez les comprendre, elles vont vous permettre d'avancer, de débloquer quelque chose en vous, en vous fournissant de nouvelles pistes à explorer. Si vous le pouvez, mettez vos photos au mur à un endroit où d'autres personnes peuvent les voir. Parce que souvent, c'est d'autres personnes, en faisant des remarques ou en posant des questions sur vos photos, qui vont vous aider à comprendre quelque chose à travers vos photos. Il y a une photo qui vous plaît, vous la regardez depuis longtemps, vous ne comprenez pas ce que c'est. Une autre personne arrive, elle regarde cette photo et elle vous dit « Ah, ça me fait penser à telle chose ». Et là, c'est la révélation et vous vous dites « Mais c'est ça en fait, c'est ça qui me plaisait, je ne l'avais pas compris ». Et grâce à cette réflexion, vous comprenez votre propre photo. Et au moment où vous avez ce déclic, vous vous dites « Mais en fait, c'est ça qui me plaît et je le retrouve dans plusieurs de mes photos. C'est sûrement quelque chose que je dois aller explorer. C'est sûrement quelque chose qui me plaît puisque je le retrouve dans des photos. C'était inconscient jusque-là. Maintenant que c'est remonté à la conscience, que j'ai compris ce que c'était, il faut que j'essaye de le recréer consciemment. Il faut que j'aille le chercher sur le terrain. Et ça peut être une super occasion de démarrer un nouveau projet en se concentrant sur ce quelque chose qu'on a découvert dans l'une de nos photos qui nous plaisait mais qu'on n'arrivait pas à expliquer jusque-là. Vous comprenez le principe? Donc pour résumer, le but, c'est chaque soir ou après chaque sortie photo, faire un premier tri rapide de vos images. D'accord? Lors de ce premier tri, vous allez être confronté à 3 types d'images différents. Les images qui sont ratées, d'accord? Ces images, elles n'ont aucun intérêt. Donc, ne perdez pas de temps avec. Elles doivent être écartées de votre flux de travail rapidement, mais pas supprimées. Au cas où vous changiez d'avis, et pour faciliter votre choix, votre premier tri, vous savez que si vous vous trompez, vous pouvez toujours aller les retrouver à un endroit sur votre ordinateur. Donc, les photos ratées, on les écarte, on ne les supprime pas. D'accord? Les photos qui ont un potentiel inexprimé, on va dire, ça c'est celles où il y avait quelque chose d'intéressant, mais vous n'avez pas réussi à le concrétiser. D'accord? Où l'image elle-même était intéressante, mais il lui manque un petit quelque chose. C'est les images qui vous déçoivent un peu, et celles-là, ne vous en voulez pas de les avoir ratées, parce qu'elles ont un rôle important à jouer, c'est qu'elles vous permettent de progresser. Donc cherchez à comprendre quel est le problème, trouvez une solution à ce problème-là, et soit vous rejouez la scène parfaite dans votre esprit, si le problème venait par exemple d'un placement ou d'une mauvaise action de votre part, ou si c'est plutôt technique le problème, essayez de vous remettre le lendemain dans la même situation, et de voir si votre solution technique a réellement résolu le problème. Les troisièmes types de photos, c'est les images qui sont réussies, qui vous plaisent. Ces images, elles sont importantes, elles ont beaucoup à vous apprendre sur vous-même, vos propres goûts, vos centres d'intérêt, et quelque part ce qui se cache au plus profond de vous, qui est probablement très différent de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, que les dernières tendances à la mode, ou ce que les autres photographes vous poussent peut-être à suivre. Et c'est en méditant sur vos photos que vous allez trouver de nouvelles voies à explorer. Donc ces photos, elles sont là pour vous montrer le chemin et elles vont vous aider à évoluer dans votre pratique. Donc si elles vous plaisent au premier tri, vous les mettez dans un dossier d'incubation
Vous les laissez reposer quelques semaines. Si elles continuent à vous plaire après quelques semaines, vous les imprimez. Et une fois imprimées, vous passez régulièrement du temps avec vos propres images, soit en les mettant en taille et en les regardant régulièrement, soit en les étalant sur une table ou un bureau proche de vous, soit en les épinglant au mur. Gardez à l'esprit que vous n'avez pas à justifier vos choix, ni à expliquer pourquoi une image vous plaît pendant votre editing. Si une image vous plaît, gardez-la. Peut-être qu'après quelques temps, vous allez comprendre pourquoi elle vous plaît, ou peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera le commentaire ou l'analyse d'une autre personne qui va vous permettre de la comprendre. Mais ce n'est pas parce que vous ne savez pas expliquer le pourquoi vous l'aimez que vous devez l'écarter. Au contraire. D'accord? C'est souvent celles que vous aimez, mais vous ne savez pas expliquer qui ont le plus d'importance. D'accord? Donc, que ce soit sur le terrain ou lors de l'editing, vous devez faire davantage confiance à votre intuition et prêter au contraire moins d'importance au regard des autres. Et ne vous sentez pas obligé de justifier vos choix. D'accord? Pourquoi vous avez déclenché? Parce que j'en avais envie. Pourquoi vous gardez cette photo? Parce qu'elle me plaît. D'accord? C'est une raison suffisante pour garder une photo. Et essayer de la comprendre, justement. Ok? Et si vous écoutez votre intuition sur le terrain et que vous méditez sur vos photos régulièrement, vous passez du temps avec elles, vous allez découvrir ce qui vous plaît vraiment à vous. Et petit à petit, du coup, ça va révéler votre style parce que vous allez, tiens, j'aime ça, je vais le photographier et vous en allez en avoir de plus en plus dans vos photos. D'accord? Et c'est une boucle comme ça qui commence et qui va vous permettre de révéler, d'affiner votre style. Et du coup, votre travail, il va devenir bien plus authentique parce qu'il va vous ressembler. Il va aussi beaucoup plus vous plaire. Donc vous allez être beaucoup plus motivé pour aller prendre des photos ou travailler sur des projets que si vous essayez simplement de prendre des photos pour faire le dernier truc à la mode que tout le monde fait sur Instagram. Ça n'a pas de sens et c'est vraiment pas intéressant, d'accord? Donc les photos vont davantage vous plaire. Elles vont vous permettre de vous épanouir dans votre pratique. Du coup, vous allez être content d'aller travailler sur vos propres projets et de dire ce que vous avez envie de dire. Et surtout, du coup, votre travail et vos photos ne ressembleront plus à celui d'autres personnes. Il sera aussi unique que vous. C'est pour ça que c'est très important de passer du temps avec vos photos. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur ces 3 types de photos. Les photos ratées, on les écarte. Les photos à potentiel, on passe du temps à comprendre ce qu'on aurait dû faire pour le révéler. Et les photos réussies plutôt, on les garde proches de nous, on les regarde régulièrement et elles nous permettent d'avancer, de mieux comprendre nous-mêmes et notre propre travail.